L'un de mes sujets de prédilection est celui des maisons hantées. Ces haies demeures nouvellement acquises où des personnes innocentes découvrent, avec effroi, une présence inattendue. Imaginez-vous emménageant plein d'espoir dans votre nouveau foyer, pour réaliser soudain que vous n'êtes pas seul, qu'une force obscure ou un esprit tourmenté partage les lieux avec vous. 6 récits, empreints de mystère et de tension, explorent la fragilité de nos certitudes et la possibilité que le voile entre les mondes soit plus mince qu'on ne le croit. Il y a de cela quelques années, une histoire s'est produite. Une histoire qui continue de me hanter. Si je la partage aujourd'hui, c'est parce que le temps a passé et que je ne pense plus prendre de risques en la dévoilant. À l'époque, ma femme et moi venions de quitter la ville pour nous installer en banlieue. L'arrivée de notre 3e enfant avait rendu notre appartement étouffant, envahi par les jouets et le désordre. Nous avions trouvé une maison agréable dans un quartier paisible et sûr. Les voisins nous l'avaient décrit comme un endroit où l'on pouvait laisser sa porte ouverte sans crainte. La maison, sans être immense, marquait une nette amélioration par rapport à notre ancien réduit. L'un des attraits qui captiva particulièrement mon épouse fut le jardin. Un espace magnifique, un peu sauvage, orné de quelques statues anciennes, patines du temps, allure un brin inquiétante. Elles évoquaient l'univers de Game of Thrones. Étrange, certes, mais ma femme et moi adorions cela. Un cachet indéniable, disions-nous. Quant à moi, assez indifférent, j'ai laissé les choses en l'état. Statue incluse, moins de travail en perspective. Et ça, je ne m'en plaindrai jamais. Quelques jours après notre emménagement, absorbé par la contemplation du jardin à travers la fenêtre, un détail insolite capta mon attention. Une des statues, je crois qu'il s'agissait d'un ange, tournait le dos à la maison. Les autres, elles, nous faisaient face, créant un contraste étrange. J'aurais juré qu'elles étaient toutes orientées dans la même direction, mais je ne pouvais en être certain. Sans m'y attarder davantage, j'attribuais cette bizarrerie à un simple défaut de mémoire. Cependant, le lendemain matin, un autre spectacle me frappa. Une seconde statue avait pivoté, offrant elle aussi son dos à la demeure. Cette fois, j'en étais certain. Quelque chose clochait. Jamais de ma vie je n'avais été aussi sûr de quoi que ce soit. J'en ai parlé à ma femme, mais elle a haussé les épaules, disant qu'elle n'avait rien remarqué. J'ai d'abord soupçonné mon fils Jimmy. À l'époque, c'était un petit farceur, toujours prêt à faire une blague. Mais quand je lui ai posé la question, il m'a regardé comme si j'étais fou. De toute façon, je doutais qu'il puisse faire une chose pareille. Un pressentiment obscur me tenaillait. Une intuition que quelque chose d'inhabituel se tramait, mais sans la moindre preuve tangible pour étayer mes soupçons. Préférant ne pas dramatiser la situation, j'avais choisi de faire abstraction, de laisser couler, d'enfouir ce malaise sous le poids des soucis quotidiens. Car, il faut bien l'avouer, cette période était marquée par une précarité financière angoissante. La crainte de perdre mon emploi me hantait jour et nuit. Une épée de Damoclès suspendue au-dessus de ma tête. Quelques jours s'écoulèrent, empreints d'un calme trompeur, et je commençais timidement à me détendre, à respirer un peu. Mais un soir, alors que mon regard se perdait à travers la fenêtre, un spectacle insolite me glaça le sang. Toutes les statues, celles qui ornaient le jardin,
étaient alignés, formant une rangée silencieuse au bord de la maison, comme des sentinelles immobiles et menaçantes. Une vision étrange, presque sortie d'un film d'horreur, me saisit. Je sais, cela peut sembler absurde, mais j'avais l'impression que tous ces regards étaient fixés sur moi. Mon souffle se fit court, saccadé. Était-ce plus terrifiant ou simplement bizarre? J'hésitais. La curiosité l'emporta, et je sortis pour mieux comprendre. Avant d'ouvrir la porte arrière, je jetai quelques regards nerveux autour du jardin, m'assurant qu'il n'y avait personne. Le soleil brillait, mais une étrange paranoïa m'envahissait. Finalement, je pris mon courage à deux mains pour ouvrir la porte et examiner ces statues de plus près. En tentant d'en soulever une évidence me frappa. Elles étaient incroyablement lourdes, bien trop pour qu'une seule personne puisse les déplacer. Impossible de les bouger d'un iota, même en forçant de toutes mes forces. Alors que j'étais plongée dans mes réflexions, ma femme me rejoignit à l'extérieur. Son expression trahissait une frayeur semblable à la mienne. Elle suggéra, timidement, que nos voisins nous jouaient peut-être un tour, une façon d'effrayer les nouveaux arrivants du quartier. Mais cette explication ne tenait tout simplement pas la route. Après avoir fait la connaissance de nos voisins, tous nous semblaient des gens tout à fait ordinaires. De plus, j'avais du mal à croire qu'une personne saine d'esprit s'en prendrait ainsi à une famille avec de jeunes enfants. Il s'agissait de harcèlement et non d'une simple blague inoffensive. Finalement, nous avons appelé la police, mais comme on pouvait s'y attendre, ils n'ont pas pu faire grand-chose. Ils ont suggéré d'installer des caméras de surveillance, mais nous n'avions pas les moyens de nous le permettre. J'ai dit aux policiers que nous le ferions, mais au fond, j'étais très réticent à l'idée de prendre une mesure aussi radicale. Ils sont partis, et je crois que je me suis sentie un peu mieux, même si ma femme était encore extrêmement bouleversée. Nous avons tout fait, ma femme et moi, pour dissimuler la situation à nos enfants, préférant les épargner de toute frayeur inutile. Les jours suivants, rien ne se produisit, ce qui me poussa à croire que la police avait peut-être effrayé l'intrus, une hypothèse plausible à bien des égards. Nous tentâmes alors d'oublier, malgré un malaise persistant. Je m'efforçais de me convaincre que ma femme avait raison, qu'il s'agissait peut-être d'une simple blague. Mais cela ne parvenait pas à apaiser mes nerfs. L'angoisse me tenaillait, me poussant à scruter l'extérieur à chaque fenêtre, guettant l'apparition de la statue maléfique. Nul ne devrait connaître cette peur viscérale, cette sensation d'insécurité dans son propre foyer. Quelques jours s'écoulèrent, baignant dans un calme trompeur. L'espoir renaissait, et ma maison commençait enfin à retrouver son âme, à redevenir un refuge. Quelle erreur! C'était un week-end. Samedi ou dimanche, peu importe. Seul le souvenir de l'absence d'école pour mes enfants persistait. Après un petit déjeuner rapide, je suis sortie dans le jardin avec mes enfants pour jouer. C'est alors que je l'ai vu, tagué en larges lettres noires sur le mur arrière de notre maison, là où les mots s'effacent. J'ai failli laisser tomber mon fils sous le choc. Sans réfléchir, j'ai précipité mes enfants à l'intérieur, demandant à ma femme de rester avec eux. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne suis pas un homme particulièrement courageux, mais je me suis mis à courir à travers les jardins, hurlant des menaces à l'inconnu qui avait vandalisé ma maison. L'adrénaline me submergeait et je cherchais la confrontation. Un frisson me parcourut l'échine. Personne. Le jardin était désert.
Après une inspection minutieuse, je capitulai. En me retournant vers la maison, l'adrénaline céda la place à une peur viscérale. La situation était grave. Un message clair, destiné à nous terrifier, avait été déposé. La menace était palpable. Le danger était réel. J'avais la certitude que l'escalade était inévitable. La police, une fois de plus, constata les faits et rédigea un nouveau rapport. Mais en l'absence de pistes concrètes, leur marge de manœuvre restait limitée, insistant pour qu'ils restent sur place au CEAS où ces 16 individus reviendraient. Les policiers m'ont répondu qu'ils n'avaient pas assez de preuves pour justifier un tel déploiement de ressources. Pour eux, il pouvait très bien s'agir d'une simple affaire de vandalisme juvénile. J'étais abasourdi. Ils ont consenti à ce qu'un agent de patrouille passe dans le coin. Une maigre consolation. Ma femme était 2 fois plus bouleversée que moi, alors je l'ai rassurée, lui assurant que tout irait bien, même si, intérieurement, j'étais pris de panique. Cette nuit-là, alors que j'étais dans la cuisine, j'ai entendu un cri strident venant du salon. J'ai accouru et l'ai trouvé debout près de la fenêtre, le doigt pointé vers l'extérieur. Un coup d'œil suffit à me nouer l'estomac. 5 silhouettes se tenaient là, dans notre jardin, chacune dissimulée derrière un masque blanc. Elles se mouvaient d'une façon étrange et saccadée, presque comme des marionnettes désarticulées, une danse macabre sous le ciel crépusculaire. Nous restions figés, cloués sur place par un mélange de stupeur et de terreur. Le spectacle était d'une inquiétude absolue. Ignorant ce qu'elles espéraient accomplir, cette scène restera gravée à jamais comme l'une des plus troublantes de mon existence. Soudain, sortant de ma torpeur, je me précipitais pour saisir le plus grand couteau de cuisine que nous possédions. Pris de panique, j'ai hurlé à ma femme d'appeler la police. Tandis qu'elle s'exécutait, je me suis précipité vers la porte arrière, un couteau à la main. Un cri guttural s'est échappé de ma gorge et j'ai avancé d'un pas avant de le regretter amèrement. Ils étaient 5, face à moi, seuls. Impossible de savoir s'ils étaient armés. La raison l'a emporté sur l'instinct et j'ai fait volte-face, me réfugiant dans la maison, lâchement. Le couteau avait dû les effrayer, car ils ont interrompu leur étrange danse et se sont enfuis dans le jardin, hors de ma vue. J'ai ordonné à ma femme de monter, de prendre les enfants et de se cacher. Quant à moi, j'ai monté la garde devant la porte arrière, prêt à défendre notre foyer contre toute intrusion. Lorsque la police est arrivée, ces individus s'étaient déjà volatilisés. Malgré une fouille minutieuse, les forces de l'ordre n'ont trouvé aucune trace de leur passage. C'était le comble. Peu importait l'argent, j'étais à bout. Le lendemain même, j'ai fait installer des caméras de surveillance. Mon épouse, hystérique pendant des semaines, me suppliait de déménager. Je lui ai promis que, si un seul incident de plus se produisait, nous partirions, bien que cela puisse nous ruiner. Heureusement, les caméras ont dû faire l'affaire, car ces personnes ne sont jamais revenues, et nous n'avons plus jamais eu d'incident sur la propriété. Le plus effrayant, c'est que nous vivons toujours dans la même maison, sans jamais avoir obtenu d'explication à ce qui s'était passé. Taylor, ma femme et moi avons récemment quitté notre ancienne maison. Elle n'aimait pas être si proche de sa famille et voulait mettre une certaine distance entre nous et eux. Alors c'est ce que nous avons fait. Nous n'avons pas d'enfants et elle a arrêté de travailler il y a des lustres. Elle était donc relativement d'accord avec mes suggestions quant à l'endroit où déménager. Je suis électricien.
Donc bouger n'est pas un problème pour moi. Finalement, nous avons jeté notre dévolu sur le Nouveau-Mexique. Enracinée à la campagne depuis toujours, la transition vers cette nouvelle vie ne fut pas un bouleversement radical. Il y a environ 3 mois, nous avons déniché une aubaine, une demeure spacieuse, nichée au cœur de la nature. Honnêtement, elle est plus grande que nécessaire pour nous deux. Et Lola, notre labrador noir. Mais nous imaginions déjà exploiter cet espace supplémentaire, accueillir nos futurs amis. Quelques mois s'écoulèrent paisiblement, jusqu'à ce que je remarque un phénomène étrange. Les lumières à l'étage disjonctaient régulièrement, tandis que le reste de la maison restait éclairé. Après que ce phénomène se soit produit à 2 reprises, j'ai immédiatement compris la source du problème. Étant littéralement électricien de métier, ce genre de situation représente mon quotidien. J'ai supposé qu'il s'agirait d'une correction simple, une question de réorganiser la charge sur le disjoncteur, qui, selon toute vraisemblance, se trouvait au sous-sol. Dans ces moments-là, je suis toujours reconnaissant d'être quelqu'un qui sait comment réparer les choses. Pour être honnête, je n'avais pas passé beaucoup de temps au sous-sol depuis notre emménagement. Je n'en avais pas vraiment eu l'occasion. Nous l'avions brièvement examiné lorsque l'agent immobilier nous avait fait visiter la maison, mais je n'y avais pas accordé une grande attention. Dans mes souvenirs, je crois bien que je n'y avais pas remis les pieds une seule fois depuis lors. Quoi qu'il en soit, je suis descendu l'escalier et ai commencé à chercher le disjoncteur principal. Le sous-sol était passablement encombré et assurément pas le genre d'endroit qu'on pourrait utiliser facilement. On aurait dit davantage un débarras qu'un sous-sol. Finalement, j'ai déniché l'emplacement du disjoncteur et ai commencé à trifouiller. Après une dizaine de minutes, j'ai compris l'origine du déséquilibre de charge et me suis promis de refaire le câblage quand j'aurai plus de temps. Au moment où j'allais remonter, la curiosité a pris le dessus. Dans le dédale obscur du sous-sol, déjà plongé dans la pénombre, une idée s'imposa à moi. Explorer les lieux. Cette maison est la mienne, après tout, et il m'apparaissait étrange de ne pas en connaître chaque recoin. La plupart de l'espace était encombré de vieux meubles et d'objets hétéroclites, vestiges d'un passé oublié. Rien de particulièrement excitant ne s'y trouvait, et l'idée de transformer ce chaos en un espace habitable semblait relever de l'épreuve herculéenne. C'est alors qu'un détail insolite attira mon attention. Dans l'angle le plus reculé, dissimulé derrière une pile de chaises en bois usé, se dressait une imposante porte métallique. Plus qu'une simple porte, elle dégageait une aura mystérieuse. Une porte d'aspect industriel se dressait devant moi. Sa hauteur dépassait de loin celle des portes ordinaires, et son épaisseur était tout aussi impressionnante. En m'approchant, mes soupçons se confirmèrent. Elle ressemblait à ces portes massives qui protègent les chambres fortes ou les abris anti-panique. Un abri anti-tornade, peut-être. L'idée me traversa l'esprit, mais une telle surprise me parut étrange. Un agent immobilier n'aurait-il pas mentionné une caractéristique aussi particulière? Je tentai d'actionner la poignée, mais elle resta obstinément immobile. La porte était verrouillée. Je suis monté à l'étage et j'ai fouillé le tiroir rempli de clés que l'ancien propriétaire avait laissé au CAS où nous nous enfermerions dehors. 15 clés environ plus tard, toujours rien. Aucune ne correspondait à la serrure. J'en ai parlé à Taylor, qui partageait ma curiosité. Je ne sais toujours pas comment elle a fait,
mais elle a réussi à contacter les anciens propriétaires. C'est cet appel téléphonique qui a transformé ma simple curiosité en réelle inquiétude. Ils étaient étranges au téléphone, marquant des pauses fréquentes, comme s'ils pesaient chaque mot, soucieux de ne pas trop en révéler. Un de mes regrets est de ne pas avoir enregistré cette conversation. Mais avec le recul, tout est plus clair. Lorsque j'ai abordé la question de cette porte, un silence pesant s'est installé. Finalement, la femme a expliqué qu'il s'agissait simplement d'une pièce de sécurité en séas de tornade. Je lui ai répondu que c'était parfait, mais que nous ne pouvions pas l'utiliser puisqu'elle était verrouillée. Après une nouvelle hésitation, elle a prétendu qu'ils avaient perdu la clé et nous a conseillé de l'ignorer. Cette explication m'a paru peu crédible, étant donné qu'ils nous avaient confié des clés pour des portes insignifiantes que nous n'aurions probablement jamais besoin de fermer à clé. La façon dont elle a prononcé ces mots a éveillé en moi un mauvais pressentiment, une intuition désagréable. Mais je ne pouvais rien faire. Après un bref échange, l'appel prit fin, leur interlocuteur n'étant visiblement pas d'humeur à bavarder. Taylor tenta de minimiser, arguant que j'exagérais, mais l'idée me hantait. Durant les semaines qui suivirent, il m'arrivait de descendre les escaliers et de fixer cette porte, me demandant ce qu'elle pouvait bien dissimuler. J'essayais tout ce qui me venait à l'esprit pour l'ouvrir, même des astuces apprises au travail, mais rien n'y fit. La serrure était inviolable. Je finis par abandonner pendant environ une semaine, mais la curiosité finit par l'emporter. L'histoire prend une tournure inattendue il y a 2 jours. Suite aux insistances de ma femme, je me suis résolue à faire appel à un serrurier. Il est arrivé et je l'ai laissé travailler. Après une demi-heure, je suis descendue pour voir comment il avançait. Il m'a alors fait remarquer que la serrure était d'une complexité inhabituelle pour une simple chambre forte. Ce sont ses mots exacts. J'avais peur qu'il ne parvienne pas à l'ouvrir, mais à ma grande surprise, il a réussi à la forcer après une autre demi-heure. J'aurais préféré qu'il échoue. À l'intérieur, la pièce se présentait comme une sorte de sanctuaire étrange. Des photographies anciennes en noir et blanc tapissaient les murs, chacune ornée de symboles énigmatiques que je ne parvenais pas à déchiffrer. Au centre, une simple chaise, solitaire, faisait face au mur. On aurait dit que quelqu'un y avait passé d'innombrables heures, perdu dans la contemplation du vide. Dans un coin, un lit de camp aux couvertures froissées exhalait une odeur de renfermé, presque nauséabonde. Puis, mon regard fut attiré par les détritus. Des emballages de chips vides, des bouteilles d'eau écrasées, témoignages silencieux d'une existence recluse. La révélation me frappa de plein fouet. Quelqu'un avait réellement séjourné ici, et il n'y a pas si longtemps. J'en restais abasourdi. Je ne pensais pas que cette situation pouvait empirer. Mais bien sûr, c'est ce qui se produisit. Tandis que j'essayais de digérer tout cela, je remarquai une seconde porte, dissimulée dans l'obscurité, à l'extrémité droite de la pièce. Elle était petite et à moitié cachée par la faible lumière, mais elle était bien là. Je l'ouvris et découvris un escalier qui menait à la porte de la cave, donnant sur l'extérieur de la maison. J'avais l'impression d'être le dernier des imbéciles. Jamais, au grand jamais, il ne m'était venu à l'esprit de vérifier cette porte de cave lorsque nous avions emménagé. J'avais bêtement supposé qu'elle menait, comme il se doit, au sous-sol.
Pendant tout le temps que nous avions habité cette maison, je ne l'avais même pas une seule fois ouverte. Ma perplexité initiale se mua rapidement en une terreur glaciale. Quelqu'un vivait littéralement chez moi, sous mon toit, et ce, depuis Dieu sait combien de temps. Soudain, tout s'éclaira. Depuis notre installation, ma femme et moi avions noté des phénomènes étranges, inexplicables, qui maintenant prenaient un sens sinistre. La plupart du temps, ce n'étaient que des objets qui disparaissaient. Jusqu'à ce jour, j'avais naïvement pensé que ma femme avait égaré ses affaires, ce qui lui arrivait fréquemment. Mais cette découverte a tout changé. Quelqu'un avait élu domicile chez nous. J'ai dû ressasser cette pensée une douzaine de fois avant de vraiment saisir la situation. Je ne savais ni qui était cet intrus, ni pourquoi il avait fait ça. Mais une chose était sûre. Je ne voulais surtout pas qu'il revienne. J'ai tenté de joindre les anciens propriétaires, exigeant des explications, allant même jusqu'à menacer de poursuites judiciaires, mais ils restaient injoignables. Soit ils avaient changé de numéro, soit ils préféraient ne plus être mêlés à cette histoire. L'angoisse de Taylor était palpable, et je la partageais pleinement. Cette nuit-là, j'ai traîné des meubles massifs pour barricader la porte de la cave de l'intérieur. J'ai déniché une chaîne épaisse et l'ai solidement cadenassée, histoire d'être sûr. Peu importait ce qu'il fallait faire, il était hors de question que quelqu'un puisse se faufiler à nouveau par cette porte. La police est venue, a pris une déposition complète avant de repartir, nous assurant qu'elle ferait de son mieux pour contacter les anciens propriétaires. Cette nuit-là, alors que nous nous apprêtions à nous coucher, un fracas retentit contre la porte d'entrée. Lola, notre chienne, se mit à aboyer furieusement, et nous restâmes figés, le cœur battant la chamade. Nous échangeâmes un regard empli d'effroi. Après quelques minutes d'un silence pesant, les coups cessèrent. Mais soudain, de petits cailloux vinrent frapper notre fenêtre de chambre. Taylor serra Lola contre elle, tandis que je m'approchais prudemment de la fenêtre pour jeter un coup d'œil. Malgré les supplications de Taylor, ma colère était à son comble. J'étais déterminée à affronter quiconque osait nous importuner. L'esprit bouillonnant de rage, je me suis saisie de la batte de baseball dissimulée sous le lit. D'un geste brusque, j'ai écarté les rideaux, mais l'obscurité était totale. On avait cru que c'était fini. Taylor insistait pour que j'appelle la police, mais une part de moi désirait régler cette affaire par moi-même. J'avais la conviction que les forces de l'ordre se contenteraient d'effrayer les intrus. Peut-être était-ce de la mesquinerie, mais je voulais m'assurer que les responsables soient appréhendés. Je lui ai promis que si le moindre incident se reproduisait, je composerais le numéro de la police sans hésiter. Un fracas de verre brisa le silence. Instinctivement, je dévalai les escaliers, le cœur battant. 2 silhouettes s'éloignaient en courant de la maison, disparaissant dans l'obscurité. La fenêtre de la cuisine, autrefois intacte, n'était plus qu'un amas de débris scintillants. Sans tarder, je contactai la police. Leur arrivée fut prompte. Ils inspectèrent méticuleusement les lieux, du grenier à la cave. Aucune trace d'effraction ne fut décelée, particulièrement dans l'abri anti-tempête. Les environs furent également passés au peigne fin, sans succès. L'hypothèse la plus plausible qu'ils avancèrent fut celle d'une personne, ayant séjourné clandestinement dans l'abri, furieuse d'être enfermée à l'extérieur. Un acte de vandalisme motivé par la colère et la volonté de nous effrayer.
J'étais partagée entre la fureur et l'effroi. Depuis, mon épouse est anéantie. La police, face à un crime avéré, a pris l'affaire très au sérieux et s'est engagée à retrouver les anciens propriétaires, mais a prévenu que cela pourrait prendre plusieurs jours. 2 longues journées se sont écoulées et nous n'avons toujours pas réussi à les joindre. Heureusement, je crois que la police a fait fuir les squatteurs, du moins pour l'instant, car ils ne sont pas revenus. Je suis encore sous le choc qu'une telle chose puisse arriver. Si nous ne parvenons pas à contacter les anciens propriétaires rapidement, je ne sais absolument pas ce que nous allons faire. Prêt à me défendre si nécessaire. J'espérais de tout cœur que cela ne soit pas requis. L'acquisition de ma première maison s'était faite à l'âge de 27 ans. Des années d'économie avaient été nécessaires, mais j'avais enfin réussi. Humble et modeste, certes, mais elle était à moi. L'emménagement, en revanche, demandait une adaptation. J'avais toujours vécu chez mes parents, entourée de mes 3 frères et sœurs, sans oublier nos 2 chiens. La maison était bruyante, un véritable tourbillon de vie. Ici, au contraire, régnait un silence inédit, le silence, un silence assourdissant. C'était honnêtement l'aspect le plus difficile de cette transition, l'absence totale de bruit. Vivre seul se révélait étrange, presque irréel, et au début, j'étais loin d'être certain de pouvoir m'y habituer un jour. Je suis persuadée que quiconque est passé d'une vie entourée de sa famille à la solitude d'un logement individuel comprend parfaitement ce que je ressens. Un détail que j'adorais dans cette maison, c'était ce minuscule balcon au 2e étage. Enfin, balcon. Le terme est peut-être un peu pompeux, à peine assez grand pour s'y tenir debout, et impossible d'y installer une chaise. Pourtant, presque chaque soir après le travail, je m'y réfugiais pour faire une pause et vider mon esprit. Je fumais assez souvent, mais détestais l'odeur. Fumer à l'intérieur était donc hors de question. Ce balcon s'avérait doublement précieux pour cette raison. Sans même avoir à sortir, je pouvais m'adonner à ma cigarette en restant confortablement chez moi. Un véritable luxe. Afin de mieux comprendre ce qui va suivre, je vais vous décrire la configuration des lieux. Ma rue, banale, présentait une enfilade de maisons mitoyennes. La rue parallèle était agencée de la même façon. Seules d'imposantes clôtures de 3 mètres de haut marquaient les limites entre les jardins, sans quoi ils se seraient tous rejoints. De mon balcon, j'avais une vue plongeante sur le jardin de mon voisin. On pouvait embrasser l'ensemble de sa propriété d'un seul regard. Au bout de quelques semaines, je réalisais que j'avais fait la connaissance de presque tous les voisins, sauf lui. À bien y réfléchir, je ne l'avais jamais croisé, ni même échangé un mot. Cet homme ne saluait jamais et ne rendait visite à personne. Je ne l'avais jamais aperçu, ni dans le jardin, ni derrière la fenêtre de sa chambre. Rien. C'était comme s'il n'existait pas. Sans la lumière qui, de temps à autre, perçait l'obscurité nocturne à travers les rideaux de sa chambre, j'aurais juré que la maison était abandonnée. J'imaginais qu'une personne âgée devait y vivre, car l'herbe semblait n'avoir pas été coupée depuis des années, et aucun bruit ne s'échappait de ce terrain. Une semaine passa, et ma curiosité finit par l'emporter. Je décidai d'aller me présenter, ne serait-ce que pour mettre un visage sur un nom. Un samedi, je fis le tour du pâté de maison pour me rendre chez lui, bien décidé à frapper à sa porte et, peut-être, à engager une brève conversation. La maison avait un aspect négligé, le mot est faible.
On aurait dit qu'elle n'avait pas été touchée depuis des lustres. Le jardin était un fouillis de mauvaises herbes, témoignant d'années d'abandon. La peinture s'écaillait, révélant un bardage éraflé, et l'allée était maculée de taches sombres. La sonnette était hors service. Alors, je frappai bruyamment à plusieurs reprises et attendis. Le silence fut ma seule réponse. Je me sentais mal à l'aise, plantée là, me demandant si l'endroit était vraiment inoccupé. Mais soudain, un léger mouvement derrière le store a attiré mon attention. Une sorte de scintillement, comme si quelqu'un jetait un coup d'œil discret. C'était suffisant. Quelqu'un était là, à l'intérieur, à m'espionner sans daigner ouvrir la porte. Pour quelle raison obscure, je me suis résolue à partir. C'est alors que, brusquement, la porte s'est ouverte avec fracas, claquant contre le mur avec une violence inattendue. J'ai sursauté, complètement déstabilisée. Soudain, je me suis retournée et me suis retrouvée nez à nez avec une dame asiatique d'un certain âge, plantée sur le seuil et me fixant intensément. Petite, les cheveux gris tirés en un chignon serré, sa peau ridée semblait curieusement tendue, comme si elle contractait les muscles de son visage. Ses yeux, d'une largeur presque inquiétante, me mettaient mal à l'aise. Je dois l'avouer, sa seule présence me glaçait le sang. Il y avait quelque chose d'étrange chez elle, comme si elle était sous l'emprise de quelque chose. Elle resta silencieuse, figée, son regard vide braqué sur moi. Je me suis raclé la gorge, brisant le silence, et me suis présenté comme son nouveau voisin. Un silence flottant s'ensuivit, durant lequel elle me scruta du regard. Après quelques secondes, elle laissa échapper son nom, Priscilla, accompagnée d'un sourire timide, à peine esquissé. Et puis, plus rien. Pas la moindre question, pas même mon nom. Elle restait là, immobile, un regard fixe et pénétrant. Un signe de tête maladroit, et je me suis détournée, incapable de trouver les mots justes. Je suis repartie, le cœur plus troublé que je ne voulais bien l'admettre. Je n'ai pas entendu la porte se refermer derrière moi, mais l'idée de me retourner et d'être pris à regarder était encore plus désagréable. Ce soir-là, comme à mon habitude, je me suis aventurée sur mon balcon, espérant dissiper le souvenir de cette rencontre insolite. À ce moment précis, j'étais loin de me douter du véritable cauchemar dans lequel je venais de m'engager. En jetant un coup d'œil par-dessus la balustrade, je l'ai aperçue. C'était elle, cette femme à l'allure dérangée de plus tôt, immobile au centre de sa pelouse, fixant droit sur ma maison. Elle ne bougeait pas, ne criait rien. Elle se contentait de rester là, à regarder. C'était l'un de ces instants où l'on se demande si l'on voit réellement ce que l'on croit voir. J'étais partagée entre l'envie de dire quelque chose, de faire un signe de la main, ou de faire comme si je ne l'avais pas remarqué. C'était l'une des choses les plus étranges que j'ai jamais vues, et je ne savais absolument pas comment réagir. Rentrée chez moi, je me suis forcée à croire qu'elle était simplement un peu dérangée, une vieille dame inoffensive à laquelle je ne devais pas accorder d'importance. Pourtant, l'histoire ne s'arrêta pas là. Le lendemain soir, je l'aperçus à nouveau. Cette fois, elle se déplaçait d'une fenêtre à l'autre de sa maison, me suivant du regard à travers chaque ouverture. Bien que j'aie feint l'indifférence, une partie de moi sentait qu'elle savait pertinemment que je l'avais remarqué. J'espérais que son manège cesserait, mais elle persista. Elle me fixait encore lorsque j'éteignis ma cigarette et me tournai pour rentrer. Piquée par la curiosité,
J'ai jeté un coup d'œil discret par ma fenêtre une vingtaine de minutes plus tard, juste pour voir si elle était toujours là, à observer ma maison. À mon effroi, elle y était bel et bien. Un soir, j'ai appelé mon père, inquiet de cette voisine étrange. Il a pensé qu'elle souffrait probablement de démence, qu'elle était seule et désorientée. Il m'a même dit de compatir, ce qui était difficile pour quelqu'un qui me harcelait presque. Mon père a insisté, me rassurant sur son innocence. Plusieurs nuits se sont écoulées sans incident. Je ne l'ai pas aperçue dans son jardin, ni derrière ses fenêtres. J'ai commencé à croire mon père et à me réjouir de ne pas avoir réagi de manière excessive. Jusqu'à ce matin où j'ai découvert une chaussette de femme dans mon jardin, de mon côté de la clôture. Un simple vêtement, mais un signal inquiétant. Un frisson me parcourut l'échine, les yeux rivés sur la scène. Ce n'était plus une simple bizarrerie. Elle avait empiété sur mon terrain. L'indécision me tenaillait. L'affronter, l'idée me répugnait, mais l'ignorer devenait intenable. La raison aurait voulu que j'appelle immédiatement la police, mais l'envie d'éviter les complications avec le voisinage me retint. Cette nuit-là, alors que je sombrais dans le sommeil, la sonnerie retentit, stridente et insistante. Elle insistait. Pas une fois, pas deux, mais au moins une douzaine de fois, les sonneries perçaient le silence de la nuit. Inutile de regarder par le Judas. Je savais pertinemment qui se cachait derrière la porte. Dans ma torpeur, la lucidité me faisait défaut. L'agacement primait sur la peur. Je me levais, enfilais un t-shirt à la hâte et me dirigeais vers la porte, me répétant que j'allais simplement lui demander de me laisser tranquille. Assez tergiversé, me dis-je. Il était grand temps d'affronter la situation. Face à cette porte qui s'ouvrait, je n'ai ressenti aucune peur. Une absence totale d'appréhension que je peine encore à comprendre aujourd'hui. Avec le recul, je me rends compte de l'insouciance, de la légèreté avec laquelle j'ai géré cette situation. Le mot naïf me semble presque faible pour qualifier mon état d'esprit à cet instant précis. À peine avais-je tourné la poignée que sa silhouette se jetait sur moi. Une course folle, un couteau de cuisine étincelant dans sa main crispée. Son visage, déformé par une rage indicible, hurlait des mots inarticulés, une accusation lancinante. Je lui aurais, selon elle, volé son fils. Le temps de comprendre ce qui se passait me manqua presque. Réagissant instinctivement, je saisis son bras, parvenant à lui arracher le couteau des mains, et la plaquai au sol. La maîtriser ne fut pas difficile, mais cela n'atténua en rien la terreur de l'instant. Le cœur battant à tout rompre et les mains tremblantes, je la maintenais ainsi, tout en appelant la police. Elle continuait à hurler des insanités à propos de son fils et me menaçait de mort. À un moment donné, elle tenta de me mordre, mais je restai inflexible, bien décidée à ne pas la lâcher jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. 5 minutes me parurent une éternité. Elle n'a cessé de hurler et de se débattre un seul instant. Lorsque la police est enfin arrivée, ils l'ont maîtrisée et l'ont forcée à monter dans leur voiture. 6 cris résonnaient encore, même après qu'ils l'eurent enfermée. Jamais de ma vie je n'avais ressenti une telle peur. Les policiers se sont assurés de mon bien-être et m'ont informé qu'elle serait internée dans un établissement psychiatrique. Je ne l'ai plus jamais revue. Cet événement pèse encore lourdement sur ma conscience et a fait de moi une personne plus méfiante et prudente. Je suis partie de là, moins d'1 an après.